avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser, David, Mélissa, Patrick, vous présenter un petit peu, parler de votre activité, de ce que vous faites dans vos différentes structures. Honneur aux dames, Mélissa. Ok, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Donc, je suis Mélissa Ankama, en ce moment responsable du Customer Service au niveau de BIC, donc pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voilà. Donc, BIC s'occupe de la production et la commercialisation des instruments d'écriture, des briquets et des rasoirs. Et pour l'activité que nous exerçons en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous dirigeons cette activité-là vers environ 21 pays et nous gérons en ce moment environ une centaine de clients. Voilà. Merci. Merci. Patrick? Oui, bonjour. Moi, c'est Patrick Katabois. Je suis basé en Afrique du Sud. Ça fait plus de 30 ans, mais je suis d'origine de Kinshasa, Congo. Donc, si mon français a des ratures, comprenez mes émotions. Donc moi, je suis dans le management consulting et on se focalise beaucoup plus sur les pays en dessous de l'équateur. Mais dépendant de l'exigence du client, on part aussi dans des autres pays. Et notre touche, c'est le service de conseil en gestion pour maximiser les performances commerciales avec une touche stratégique pour le client. Et on se focalise beaucoup plus sur des projets immobiliers. David. Okay. Bonjour à tous. Donc, je suis David Aliali, directeur supply chain et développement stratégique au sein de Africa Global Logistics. Donc, Africa Global Logistics est un premier opérateur de logistique intégrée en Afrique qui intervient dans les domaines portuaires, logistiques et ferroviaires. Je travaille principalement dans la BU logistique, donc la business unit logistique, qui offre des solutions logistiques à destination de tous les opérateurs économiques, des solutions de logistique intégrées qui permettent de pouvoir faire transiter des marchandises, des dédouanés, d'offrir des solutions de logistique d'entreposage donc intégrées, des solutions de transport, afin d'avoir une solution intégrée sur toute la chaîne logistique. Ma mission principale est donc de développer, concevoir, piloter les différents projets de développement logistique qui, in fine, serviront à nos clients. Donc avec une forte composante sur nos implantations immobilières, nos infrastructures, puis de gérer la business unit qui se charge derrière d'exploiter ces activités pour le compte de nos clients. Voilà. Merci David. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, nous, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est immobilier industriel. En général, dans ce genre de salon, on parle plutôt de résidentiel, donc on va essayer de vous introduire ce sujet-là. Donc, le sujet est vaste, on va essayer de rester dans les temps. Donc, sans plus tarder, je vais demander à David de nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'externalisation de la logistique et quel est le lien, en fait, de l'externalisation de la logistique avec l'immobilier industriel et les différents types d'externalisation qui peuvent exister. Ok, merci Fanta. Donc comme tu disais, le sujet est vaste, donc on va aller droit au but, surtout pour l'assistance qui est plutôt focalisée sur l'immobilier. Alors l'externalisation logistique, très simplement, c'est une pratique commerciale qui s'apparente à la sous-traitance, qui permet à une entreprise de confier tout ou partie de sa logistique à des prestataires spécialisés en logistique. Ça, c'est la définition simple de l'externalisation. Donc, on peut externaliser différents services de la logistique qui vont partir de la gestion des entrepôts, tenir compte de la gestion des stocks, de la distribution, des transports, et même d'opérations à valeur ajoutée qui peuvent s'effectuer aussi en entrepôt. Alors, le lien avec l'immobilier, si on se focalise ici stricto sensu sur l'externalisation de la gestion des entrepôts, qui est, je pense, le thème qui va le plus vous intéresser,
c'est que derrière, pour pouvoir offrir des solutions de logistique externalisée en entrepôt, il faut bien sûr disposer d'entrepôts. Et c'est là où l'immobilier logistique a un impact formidable à jouer. Et donc voici le lien, si tu veux, entre l'externalisation logistique et l'immobilier industriel qui permet de fournir des solutions d'entreposage aux différents clients, prestataires, logisticiens. Ouais. David, on va rester avec toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment l'aventure de l'externalisation a commencé avec AGL? On parle de logistique contractuelle, c'est ça? Oui, en français, on va dire logistique contractuelle. En anglais, on va parler plutôt de supply chain. Ce sont des services de gestion intégrés de la chaîne logistique pour le compte de clients. Alors, ça a été, on va dire, un démarrage en 2009. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. De manière opportuniste pour soutenir, en fait, la logistique de clients essentiellement des télécommunications, de multinationales qui avaient déjà une expérience en Asie ou sous d'autres cieux de la logistique externalisée et qui souhaitaient pouvoir en fait déployer leurs projets en s'appuyant sur des logisticiens aguerris qui avaient une connaissance du terrain pour leur permettre eux de se focaliser sur leur core business. Donc on a démarré en fait de manière embryonnaire avec la mise à disposition de surface. C'était le premier échelon d'externalisation, on va dire donc purement des besoins de location d'espace, de terre-plein, d'entrepôt. Et puis au fil du temps, les besoins ont évolué parce que les acteurs aussi ont changé. On a eu l'arrivée de nouveaux acteurs avec l'évolution aussi de la consommation, des biens de consommation, l'arrivée des acteurs du retail qui avaient des besoins différents et plus poussés dans la chaîne. Donc on est passé de purement, une activité de location, on va dire au début immobilière, à de l'intégration de prestations de logistique dans les offres qu'on faisait, mais toujours en s'appuyant sur des entrepôts, sur des surfaces. D'accord. Alors on va passer à Mélissa. Donc, de ce que j'ai compris, Mélissa, depuis un moment, BIC en Côte d'Ivoire, qui était représentée par une structure, a décidé de revenir et de prendre en charge son activité. Donc alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a motivé BIC à opter pour l'externalisation de sa logistique? Merci Fanta. Je le mentionne encore, BIC s'occupe de la fabrication et de la commercialisation des instruments d'écriture et aussi des briquets et des rasoirs. Donc, comme tu l'as mentionné, cette activité était confiée à une certaine entreprise basée déjà en Côte d'Ivoire, mais à partir de 2022-2023, donc BIC a décidé de récupérer cette activité. Donc, d'entrée de jeu, il faut mentionner déjà que après cette récupération, BIC a eu la possibilité d'assurer le stockage et la distribution de ses produits grâce au partenariat dans lequel elle est rentrée avec ce prestataire logistique. Voilà. Donc la décision d'externalisation en fait est venue premièrement du fait que BIC voulait vraiment se focaliser sur son activité de commercialisation de ses produits, donc rester vraiment focalisé sur cette activité-là. La deuxième raison était que, vu que les activités à plein temps avaient commencé en 2023, donc il y avait cette volonté-là de ne pas investir donc, dans l'acquisition d'un entrepôt. Donc la volonté en fait de s'adosser sur un prestataire donc, qui aurait tous les atouts en termes de standards, donc qui rentrerait dans les requis que BIC avait en fonction de son standard global. La troisième raison était vraiment ce désir-là d'entrer en partenariat avec un gros de la logistique et donc pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les best practices dans cette industrie. Troisièmement, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est principalement l'importation des produits et leur distribution. Donc, il y avait ce besoin-là, en fait, d'opter pour un prestataire qui pourrait nous assurer cette activité de transit et donc quelqu'un qui avait eu un track record parfait et qui pourrait nous accompagner dans cette activité.
Et troisièmement, je pense que je ne l'ai pas mentionné aussi au départ, c'est que BIC, en fait, assure l'ensachage local de ces rasoirs. Et donc, il y avait ce besoin-là, en fait, d'avoir un partenaire qui pourrait nous donner de l'espace, en fait, pour l'installation de la machine d'ensachage de rasoir. Et avec ce partenaire, je pense que BIC, en fait, a pu réunir ou a pu voir, en fait, ses besoins desservis avec un seul partenaire, donc ce qui venait réduire les complexités en termes d'exploitation logistique. Merci Mélissa pour ce partage. Merci. Alors je vais passer à Patrick qui va nous partager un petit peu son expérience. Alors Patrice, quels sont les facteurs qui poussent en général les entreprises à se diriger vers une stratégie de location plutôt qu'une stratégie d'acquisition dans ton expérience de consultant? Ok. Donc, en fait, avec nous, on fait une stratégie de 4 touches avec le client pour décider s'il doit faire la location ou bien s'il doit faire l'acquisition. La première touche, c'est une sorte de workshop pour comprendre exactement et formuler une méthodologie d'encours du problème pour comprendre exactement ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est la première touche. Et puis, la deuxième touche, c'est quand maintenant on commence à faire la recherche et l'enquête du marché pour comprendre ce qui est disponible dans le marché. Donc, des fois, il y a déjà des biens construits ou bien il y a des terres qui sont prêtes à construire. Et on analyse les deux pour voir quelle est la meilleure option pour le client. Et puis la troisième touche, maintenant, c'est l'analyse des données et des statistiques qui nous amène à la quatrième touche. Et la quatrième touche, c'est quand on formule en fait un plan de stratégie d'exécution pour commencer la transaction. Et c'est à ce point-là maintenant qu'on décide si la transaction va être la location ou bien l'acquisition. Et bien sûr qu'il y a les avantages d'acquisition et il y a aussi les avantages de la location. Sur l'acquisition, par exemple, vous avez le contrôle total et vous pouvez utiliser l'entrepôt pour faire de bénéfices additionnels. Mais sur le point de location, on trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages, surtout pour les nouveaux installés. Donc, quand il y a des grosses entreprises qui viennent d'arriver à Côte d'Ivoire, et pour les premiers 3 à 5 ans, ils ne sont pas encore très sûrs. Est-ce qu'il faut être à Vridi ou à Marcory ou au plateau, je ne sais pas où. Donc, ils font d'abord la location jusqu'à ce qu'ils sont très sûrs du marché et de leurs données. Et c'est à ce point-là maintenant qu'ils peuvent décider à faire peut-être un achat ou bien un investissement additionnel. Merci Patrick. Alors, Mélissa, peux-tu juste nous dire rapidement, est-ce que BIC dans le monde a la même tendance à l'externalisation ou c'est uniquement en Afrique de l'Ouest et centrale que ça se passe comme ça? Ok, donc je pourrais me prononcer sur la région Middle East Africa, donc qui me concerne directement, probablement pas sur le plan global. Donc sur MEA, nous avons 2 pays en fait qui ont opté pour l'externalisation de leur logistique, donc la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Donc au niveau du Nigeria, c'est une gestion plutôt hybride, parce qu'on a un entrepôt en propre et 2 qui sont en location. Et pour le reste des pays, donc le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc, donc ce sont des entrepôts en propre. Donc en général, la décision d'externaliser la logistique est basée sur l'âge, si je peux le dire, de la société d'exploitation. Donc pour la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est tout récent, 2023. Et une autre raison, en fait, qui permet de décider de l'externalisation ou de l'internalisation est si le marché, en fait, est un marché producteur.
par exemple sur la Tunisie ou l'Afrique du Sud ou le Kenya. Donc ce sont des marchés qui produisent eux-mêmes les différents items qu'ils vendent. Et donc dans ce sens-là, ça fait plus de sens qu'on ait des entrepôts en propre. Merci beaucoup. Alors, je vais poser la question à vous trois. Pour vous, quels sont les avantages de l'externalisation de la logistique? David? Du point de vue d'un logisticien. Oui, ça va être des points de vue, mais je pense qu'ils vont converger. Si on se place du point de vue d'un logisticien, moi je dirais que c'est un levier de croissance pour nous formidable, dans la mesure où disposer d'entrepôts logistiques d'un parc immobilier nous permet d'avoir une flexibilité dans les offres qu'on va pouvoir offrir à nos clients, sans avoir à lancer ou avoir toujours recours à des investissements en propre. Donc, nous pouvons très simplement aller louer des entrepôts sur des parcs logistiques qui conviendraient à nos normes, en fonction des pics d'activité, des saisons, quand on travaille sur des produits de commodité à l'export qui sont saisonniers. On a souvent recours à cette externalisation de la logistique, et donc on a besoin de ces solutions-là. Ça va être vraiment cette flexibilité qu'on va retrouver. Merci David. Du point de vue du client, Mélissa? Du point de vue du client, définitivement, la possibilité de retarder la décision d'acquisition, par exemple quand il s'agit de la gestion d'entrepôt. L'avantage de ça, c'est qu'en même temps, la compagnie en fait, évite de gérer tout ce qui va avec l'acquisition d'un entrepôt. Donc, du point de vue des ressources humaines, du point de vue des machines donc, qui sont nécessaires pour la gestion des entrepôts, du point de vue de la sécurité, etc. Donc c'est un bénéfice qu'une entreprise en fait, qui se tourne vers l'externalisation, c'est un bénéfice que cette entreprise-là a. Je pense que David a mentionné la flexibilité. C'est un point important aussi à noter parce que pour les entreprises qui commercialisent les produits, on sait très bien qu'en termes de saisonnalité, en termes de variabilité ou volatilité de la demande, donc, on a souvent des hauts et des bas. Il y a des pics, comme cela a été mentionné. Donc, déjà, en pratiquant l'externalisation, donc, on a cette flexibilité-là, en fait, de gérer ces pics. Et comme, en fait, soit les locaux ou les flottes ne sont pas en propre, donc, on donne l'opportunité à la compagnie avec laquelle le prestataire logistique en fait, de faire cette gestion-là pour nous. Donc, ça, c'est vraiment important pour le client. Alors, du point de vue d'un consultant, Patrick, je pense que tu as évoqué certains points tout à l'heure. Oui, je pense que le plus grand point, c'est la flexibilité. Parce que maintenant, avec le client, on peut aller dans le marché et voir exactement ce qui marche pour le client. Et s'il n'y a rien qui marche pour le client, on peut se mettre alors avec les promoteurs pour qu'ils puissent construire quelque chose qui répond exactement aux exigences des clients. Et tout ça, c'est fait aux frais du promoteur, pas aux frais du client. Et ça donne l'avantage alors aux clients à se focaliser et à investir dans leur activité principale au lieu d'investir dans le bien immobilier. Merci Patrick. Alors, Mélissa, je reviens à toi. Quels sont pour toi les enjeux en tant que client de l'externalisation de la logistique? Les enjeux en tant que client de l'externalisation de la logistique, je pense que c'est déjà les bénéfices qu'on a évoqués tantôt. Donc, j'aimerais aussi regarder l'aspect où, par exemple, une compagnie qui aurait la possibilité d'externaliser sa logistique ne saisirait pas cette opportunité-là. Je pense que cette entreprise-là manquerait, par exemple, d'avoir un partenariat avec un prestataire logistique en fait, qui peut l'ouvrir sur les bonnes pratiques de l'industrie et donc qui peut lui permettre aussi de s'ouvrir aux autres experts avec lesquels cette entreprise-là travaille. Voilà. Donc, c'est la sécurisation en fait de cette flexibilité dont on a parlé,
la sécurisation du fait que cette entreprise-là n'est pas ou peut retarder en fait une décision d'investissement, donc dans l'achat ou l'acquisition d'un entrepôt, et puis la possibilité de vraiment se focaliser sur l'activité principale de cette entreprise. Alors, Patrick, quand on parle en fait d'actifs immobiliers, que recherchent exactement les clients en termes de qualité des installations? Je te pose la question parce que je suppose que tu as une expérience beaucoup plus globale par rapport aux pays dans lesquels tu as pu travailler. Donc. Oui, et généralement dans tous les pays, surtout si c'est un client global, ils ont les mêmes requirements, exigences. Ils veulent des bâtiments construits en or, là où vous ouvrez le robinet, il y a du lait qui coule et il y a du miel dans le tuyau. Et dès qu'on leur montre le prix, et c'est là maintenant qu'on fait la vraie découverte de ce qui est possible avec leur budget. Et là maintenant, ils rentrent beaucoup plus sur la facilité d'avoir des zones différentes dans les hangars ou dans les entrepôts. Et ça, ce sont des zones spécifiques là où ils peuvent faire leur travail. Ils ont besoin de biens là où il y a de la sécurité. Et beaucoup plus, par exemple, en Afrique du Sud, on a le problème d'électricité. Donc, ils ont besoin d'une sorte de confirmation qu'il y aura l'eau et l'électricité interrompues. Donc, ça, c'est les exigences assez globales qu'ils cherchent. Et aussi, s'ils ont des engins qui sont assez lourds, ils ont besoin d'espace à partir du sol jusqu'au plafond de 15 mètres. Donc avant c'était 8 mètres et puis ils ont changé à 10 mètres. Maintenant c'est assez fréquent de demander à 15 à 18 mètres d'espace ouvert. Patrick. Alors, je reviens à toi, David. Que penses-tu? On va parler du marché d'immobilier industriel en Côte d'Ivoire. Que penses-tu du marché en Côte d'Ivoire? L'offre, la demande, comment évolue le marché depuis un certain temps. Parce qu'on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on voit un petit peu où se trouvent les zones où se trouvent les entrepôts, la qualité des entrepôts, mais à côté de ça, on a des entreprises, des multinationales qui s'installent, qui cherchent de la qualité et qui veulent quelque chose de différent. Alors, le marché on va dire qu'il a évolué. On a, comme je disais, on a démarré en fait ces activités en 2009 avec un marché qui était très embryonnaire. On parlait essentiellement à cette époque de magasins, pour donner un ordre d'idée. Ça veut dire que c'était d'anciens entrepôts qui dataient de, on va dire, la guerre mondiale, mais qui n'étaient pas forcément adaptés à de la logistique. Au fil du temps, nous avons vu arriver avec la maturité aussi des acteurs, de nouvelles entreprises qui rentraient, qui nécessitaient des besoins logistiques plus normés, à des besoins en entrepôt, on va dire purement de logistique, qu'on peut appeler de classe A ou de type B, comme tu connais très bien, qui sont simplement des entrepôts qui permettent de gérer une logistique, de conserver les produits dans leur intégrité, avec des quais, des hauteurs sous plafond qui permettent une optimisation des entrepôts. Aujourd'hui, ce que je peux dire en termes de demande, c'est que la demande est là, mais elle n'est pas suffisamment, en tout cas, fournie. Moi, je parle du point de vue d'un logisticien qui construit, mais qui peut avoir recours à de la location, donc à de l'externalisation, qui n'est pas assez fournie en qualité. Il y a des entrepôts, énormément d'entrepôts qui poussent un peu partout. On peut le voir sur les zones du PK après, donc PK24, sur les nouvelles zones industrielles. On a aussi le long de l'autoroute de Bassam, on a des entrepôts qui existent. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas développés pour des besoins, qui ne prennent pas vraiment en compte les besoins des logisticiens. Ils sont faits de manière assez opportuniste. Il faudrait quand même qu'on puisse peut-être, et c'est l'occasion de cette tribune, intégrer de manière plus intense les besoins des logisticiens dans ces projets de construction qui sont faits.
au niveau de l'offre, donc ce que je disais, de l'offre qui est faite, donc on a ces entrepôts qui existent, à part certains parcs que tu connais bien, puisque tu es country manager d'Agility, je ne fais pas de publicité, qui répondent en fait à ces besoins-là. On retrouve après des initiatives personnelles de logisticiens ou même de clients qui vont construire leurs entrepôts parce qu'il y a un besoin à combler. On estime qu'on est à peu près à peut-être 40% des besoins qui sont couverts et je trouve ça encore assez faible. Donc, du coup, je confirme en fait que l'opportunité d'investissement est assez grande dans ce domaine. Totalement sur des surfaces, on va dire, de qualité. Il ne suffit pas juste de faire des entrepôts pour en faire, mais des surfaces adaptées à de la logistique moderne qui permettent d'optimiser les coûts tout en produisant, tout en soyant plus efficace en termes de logistique. On a des besoins aussi spécifiques qui arrivent sur la chaîne de froid, par exemple. Il y a très peu de solutions de ce côté-là. La gestion aussi par exemple de produits dangereux, de produits vraquiers. Il y a tout un type de solutions qui n'existent pas encore ou pas suffisamment. Merci David. On tire vers la fin, parce qu'on a le MC qui est derrière. Mais moi, je souhaiterais voir avec Patrick s'il peut nous dire un petit peu comment ça se passe en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, parce qu'on connaît ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais c'est important en fait de savoir ce qui se passe dans le reste de l'Afrique, quel benchmark on peut faire pour pouvoir motiver la croissance de l'immobilier industriel en Côte d'Ivoire. En fait, le plus grand trend, surtout en Afrique du Sud, donc le Botswana, la Namibie y compris, c'est le industrial parks. Comment on dit c'est des entrepôts industriels. Les parcs industriels. Voilà, oui. Donc là où il y a une entrée et une sortie contrôlée, et dans le parc industriel, il y a plusieurs entrepôts, il y a plusieurs hangars et tout, parce que en faisant ça, c'est beaucoup aussi plus facile à contrôler les stocks. C'est beaucoup plus facile à avoir assez d'espace pour que le camion fasse leur manœuvre et tout ça, au lieu d'avoir éparpillé dans la ville. Et en faisant ça aussi, maintenant, vous avez une sorte de garantie de fournissage de l'électricité. Comme j'ai dit, en Afrique du Sud, le plus grand défi maintenant, c'est le fournissage de l'électricité. Donc, on a un client, par exemple, qui a signé un bail de 10 ans, qui a commencé en 2018, qui doit expirer en 2028. On a commencé à avoir la crise électrique en 2021. Et maintenant, il faut installer les panneaux solaires. Et c'est qui est responsable pour ça? Parce que le client dit, moi, j'ai payé mon loyer, il faut avoir l'électricité. Et le propriétaire dit, non, moi, je vous ai fourni l'espace, il faut me payer le loyer. Et maintenant, il y a le conflit entre les deux. Et le client a besoin de l'électricité. Mais c'est un problème au niveau du gouvernement. Alors, les entrepôts qui sont indépendants, ils souffrent beaucoup sur ça. Mais les entrepôts qui sont dans des zones industrielles, ils ont la capacité de installer, par exemple, les panneaux solaires et avoir les battery inverters qui peuvent maintenant fournir le parc total. Et c'est ça les types d'avantages qu'il y a avec les parcs industriels. Je pense que c'est le plus grand trend. Et à l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi la même chose. On voit vraiment l'agrégation des joueurs. Merci Patrick. Je confirme qu'on est sur la bonne voie parce que c'est ce que Agility développe en ce moment. Absolument. Mais il faut un peu essayer de jouer sur votre prix entre nous. Si tu veux du miel qui sort du robinet, c'est normal. Des questions? Alors, je vais rapidement demander à chacun de vous votre mot de fin avant de passer à la conclusion. Alors, Mélissa, ton mot de fin et conseil aux personnes qui hésitent encore à externaliser la logistique. Mon mot de fin aux personnes qui hésitent encore, c'est de leur dire que l'externalisation de leur logistique en fait leur permettra de bien asseoir leur business. Donc
avant de faire tout investissement en termes d'entreposage. Et puis, il y a beaucoup d'avantages en fait à s'adosser à un PSL qui est déjà costaud du point de vue de la logistique. Il y a beaucoup d'avantages. Merci. David, ceux qui hésitent encore à investir, qu'est-ce que tu leur dis? Alors oui, je vais plutôt m'adresser aux investisseurs. À AGL, nous sommes à plus de 20 millions d'euros d'investissements qui ont été mis sur le développement logistique de nos infrastructures depuis 5 ans. Certains entrepôts ou certains sites avaient un caractère stratégique pour nous, donc on souhaitait le faire pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Mais sur d'autres acquisitions ou d'autres investissements, nous aurions souhaité pouvoir être appuyés par justement des développeurs immobiliers pour pouvoir conserver en fait notre capacité d'investissement ou la relocaliser sur d'autres secteurs plus stratégiques pour nous. Donc il y a un vrai besoin, seulement il faut pouvoir trouver des solutions gagnant-gagnant pour les logisticiens et pour ces promoteurs immobiliers, et surtout, comme je disais tantôt, intégrer les besoins des logisticiens dans ces projets qui vont émerger. Voilà. On est là pour investir, donc c'est vrai. Donc on se rejoint. Et Patrick, et toi? Oui, donc quand on fait la prévision, par exemple, je pense qu'il y a les élections, peut-être, on me dit peut-être il y aura les élections l'année prochaine, c'est ça? C'est sûr. À Côte d'Ivoire, ou c'est sûr. Donc, il y a déjà beaucoup de clients, beaucoup de joueurs qui sont en train d'attendre de voir ce qui va se passer avec les élections, et puis ils vont venir vraiment noyer le marché, ils vont venir pour chercher les espaces, ils vont venir pour se mettre. Donc il y a beaucoup de joueurs pan-africains, beaucoup de joueurs de l'Afrique de l'Ouest qui veulent aussi entrer, faire des partenariats avec des joueurs locaux. Et le secteur industriel n'est pas encore développé. Et c'est un bon avantage de se pistonner déjà et de se mettre dans ces secteurs-là, parce qu'il y aura une forte demande qui va venir dès qu'il y a beaucoup plus de points clairs sur les élections. Donc c'est inévitable que la demande va augmenter. Merci. Merci à tous les trois. Et comme je disais tout à l'heure, le sujet est vaste. Il aurait fallu, je pense, beaucoup plus de temps pour parler de ce sujet-là. Alors, vous nous avez expliqué ce que c'était l'externalisation de la logistique. On a vu comment c'était, comme que c'était un levier en fait de croissance de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Alors, je vais demander au public s'ils ont des questions. La parole est à vous. Une question. Allô. Merci à vous de cette conférence qui est très enrichissante. Mon nom c'est Méa Kwatio. J'ai déjà rencontré Mme Tangara et M. Ali dans divers endroits. Je suis content de rencontrer les 2 autres panélistes aujourd'hui. Donc j'ai 3 petites questions relatives à une décision qui a été communiquée hier par le ministère du Commerce relativement aux espaces, on va dire aux terrains industriels qui seraient démantelés, les terrains industriels qui seraient en dehors des zones et réserves industrielles. Et donc, dans le cadre de la conférence et de l'incitation à l'externalisation de la logistique dont on parlait, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là qui a été communiquée et qui a suivi beaucoup de personnes. Quelles sont, selon vous, les opportunités qui pourraient découler de cette décision-là, ainsi que les challenges pour les investisseurs qui ont déjà construit des entrepôts dans les PK30, PK36, etc., en dehors de PK24 par exemple. Et enfin, est-ce que ce ne serait pas un frein à l'immobilier industriel tel que vous le prônez? Merci bien. Tel qu'on sait que les zones industrielles sont assez restreintes, par exemple. Alors, Prends le micro vite. Je vais enlever ma casquette de modérateur et puis je vais répondre à ta question. Alors, je n'ai pas encore vu la décision, si tu dis en fait que c'est sorti hier, mais je comprends que c'est une volonté en fait du gouvernement et je pense de la SOGEDI qui est en charge en fait de
de tout ce qui est gestion et contrôle des zones industrielles en Côte d'Ivoire. C'est important qu'ils puissent contrôler ce qui se passe. Nous, dans notre cas, je prendrai l'exemple d'Agility pour répondre à ta question. On s'est rapproché de la SOGEDI. Parce que normalement, effectivement, tout ce qui est zone industrielle doivent être gérées par la SOGEDI. À partir du moment où il y a des zones qui sont hors zone industrielle qu'on connaît, il doit y avoir un partenariat entre les deux. Parce que la SOGEDI reconnaît qu'ils ne peuvent pas tout gérer. Donc il faut forcément... Ils peuvent pas freiner en fait les opérateurs qui souhaitent développer des activités industrielles hors des zones industrielles. Donc ce qu'il y a comme solution à cela, c'est de signer une convention avec la SOGEDI, c'est ce que nous on est en train de faire, pour que la SOGEDI nous donne la possibilité de pouvoir développer cette activité d'immobilier industriel hors des zones industrielles. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et donc, à mon avis, pour moi, ce ne serait pas un frein. Ce serait juste pour moi une opportunité de pouvoir contrôler et de contrôler ce qui se passe en fait dans ce domaine-là. Ce qui n'est pas mal non plus, hein, parce que bon, voilà. Heureusement qu'il n'a plus de micro. Prochaine question. La dernière, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Architecte spécialiste des innovations, du management des innovations. La question était à la fois pour tous les panélistes sur la vision de l'offre et la demande sur les questions d'opéralisation des innovations en termes d'éco-conception. En dehors des normes internationales, bien entendu, on a quand même des défis majeurs dans le domaine de l'éco-conception des services. Alors, je souhaite savoir si ce sont des questions intégrantes de l'offre, dans la demande, dans l'offre les spécialistes de l'immobilier industriel, mais également pour les spécialistes qui s'occupent de toute cette logistique-là. Ok, je vais essayer avec mon français boiteux là. Yeah. Alors auparavant, surtout les entreprises globales ou les entreprises pan-africaines, quand ils venaient à Côte d'Ivoire ou même dans l'Afrique de l'Ouest, ils acceptaient ce qui était disponible. Et ils acceptaient ça assez facilement. Mais maintenant, comme ils ont des objectifs, les Sustainability Goals, tu peux m'aider? Développement durable. Développement durable. Oui, comme ils ont des objectifs de développement durable, maintenant, en fait, c'est le locataire qui essaie d'influencer comment les entrepôts sont développés. Et ils essayent d'aménager ça d'une façon qui réponde aux exigences innovatives, aux exigences durables et tout. Et maintenant, je suis sûr qu'il y aura aussi de supply qui pourront répondre à ce type d'exigences. Je pense que William est beaucoup mieux placé pour répondre à ça parce qu'on a fait assez de travail ensemble. Et même dans le secteur de bureaux et tout, c'est la même chose. Donc avant, c'était on pensait qu'il est disponible dans le marché. Mais maintenant, il y a beaucoup plus des exigences là où les clients disent en fait, voilà les touches qu'on cherche. Et maintenant, c'est au marché de fournir des biens qui répondent à toutes ces touches-là avec une manière d'innovation. Je ne sais pas si on a bien répondu. Moi, j'aimerais juste rajouter, en tant que client, définitivement, il y a des exigences en termes de demande. Donc, maintenant, vous trouverez beaucoup de clients en fait, qui demandent, par exemple, qu'un entrepôt soit raqué, parce que ça permet d'optimiser en fait, l'espace occupé. Le client demandera, par exemple, que la zone en fait, ne soit pas très poussiéreuse,
parce que ça peut avoir un impact sur le matériel d'emballage, etc. Et dans le cas de BIC, par exemple, qui a une ligne d'ensachage au niveau de l'entrepôt, donc c'est très important, par exemple, que l'environnement soit void de toute poussière, en fait. Donc, il y a de plus en plus d'exigences. Et c'est vrai que l'offre se multiplie, mais à cause de l'exigence, en fait, des exigences des clients, l'offre devient plus restreinte parce que les clients sont beaucoup plus sélectifs. Voilà. Pour terminer, puisque la dame est architecte, ce qui est important, c'est de confirmer que pour toutes ces nouvelles constructions, on se projette à 20, voire 30 ans, et on intègre justement ces solutions éco-responsables dans les cahiers des charges. Je fais référence par exemple à des certifications comme la certification EDGE, qui n'existait pas il y a peut-être 5 à 10 ans ici, qui est systématiquement maintenant demandée en tout cas pour les entrepôts que nous construisons. Parce que derrière, il y a plusieurs avantages. On peut aussi lever des fonds verts qui peuvent permettre d'investir sur nos constructions, tout en économisant aussi sur les coûts de consommation des entrepôts. Enfin, il y a de plus en plus de demandes aussi sur la solarisation, je crois que Patrick en parlait, des entrepôts pour pouvoir économiser l'énergie. Donc ça, ce sont des solutions qui sont aujourd'hui, en tout cas, demandées sur les entrepôts, on va dire, de classe A, des entrepôts modernes qui sont développés et il faut les intégrer. Merci. Dernière chose, est-ce que justement il y a des datas, notamment en termes de bonnes pratiques, qui sont à disposition, notamment dans différents secteurs, pour justement open source pour d'autres structures justement qui seraient intéressées par des démarches précurseurs ou autres. Je ne sais pas comment, si vous, en tant qu'entreprise, vous avez eu à ces datas-là ou pas. Merci pour la dernière question. Donc, comme je disais, je pense que le référentiel Age peut vous apporter toutes ces réponses-là. On va juste prendre une dernière question. Le micro ne marche plus. Merci. Bonjour à tous. Merci aussi aux panélistes. J'avais une question. Vous aviez parlé d'enjeux en termes d'externalisation de la logistique. Et j'ai trouvé très bien parce qu'il y a de grandes entreprises immobilières en termes d'immobilier industriel qui est intéressant. Je pense que ça va s'intéresser, se tourner vers les investissements dans l'immobilier industriel. Mais je suis aussi consciente que l'immobilier industriel, en termes d'enjeux, a un levier important à jouer en ce qui concerne le commerce, de façon intra ou bien à l'international. Donc moi, ma question se tourne principalement sur on va dire, les acteurs de ces immobiliers industriels. Comment est-ce qu'une opératrice économique qui se lance dans le commerce a envie de vendre d'autres territoires, avoir accès. Donc, si je comprends bien la question, c'est, vous disiez, quand un opérateur économique qui se lance dans la commercialisation, dans des échanges internationaux, comment il fait pour avoir accès aux services de logisticiens? De leaders industriels comme vous. De leaders industriels. Alors non, on ne se définit pas comme des leaders industriels en tant que tels. On met en place des solutions, bien sûr, immobilières, industrielles, qui permettent derrière de promouvoir nos services de logistique. Nous sommes des logisticiens avant tout. Nous avons un réseau intégré, nous sommes présents dans plus de 54 pays en Afrique. Et
l'idée, c'est que derrière, on a des services qui sont accessibles, abordables à tous. Il suffit de pouvoir nous contacter via nos services commerciaux. Il y a un standard qui est le même dans chacun des pays, et ça c'est important de le rappeler, c'est que quand on développe une solution pour une activité ou un client dans un pays A, on le réplique dans un autre pays B avec ces mêmes clients-là. Donc l'idée c'est de pouvoir offrir un standard sur toute la chaîne dans différents pays à ces acteurs-là. Je ne sais pas si ça répond réellement à votre question, si j'ai bien compris, donc c'est ça essentiellement. Merci beaucoup pour vos interventions. On les acclame, s'il vous plaît, pour faire la photo de...